Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On ajoute aujourd'hui une brique de plus à notre construction pédagogique et on va parler aujourd'hui des types d'investisseurs, puisque c'est une chose que je trouve souvent très sous-estimée par rapport à la qualité qu'elle peut vous apporter en termes de structure pour bien comprendre tout ce qu'il en est et bien résumer ce qu'on a déjà vu par le passé. Je vous rappelle donc par rapport au trading, il y a trois axes majeurs qui existent, une forme de triangulaire, dans lequel en fait le trading avec un grand T, c'est la composante cumulée de trois aspects. La psychologie, les structures graphiques, une analyse chartiste, et des modèles fondamentaux. D'accord ? Chacun remplissant une fonction particulière. Autrement dit, la psychologie est très incertaine, c'est la dernière des choses que vous arriverez à maintenir dans le temps, puisque par définition, elle est surtout corrélée à l'expérience. Autrement dit, quand vous êtes débutant, votre maîtrise de la psychologie, autant la vôtre que celle de la psychologie de marché, la plupart du temps, vous maîtrisez mal vos émotions, et puis de là, percevoir ce que le reste du marché est en train de capter, c'est souvent du doigt mouillé. Donc on fait attention, la psycho, c'est la dernière chose sur laquelle vous travaillerez, parce que c'est la plus subjective, et elle est souvent corrélée à l'expérience. Donc c'est plutôt dans le temps que vous arriverez à acquérir ces fonctions-là. Le deuxième aspect, on a dit, donc c'est l'aspect technique, c'est celui par lequel vous devez clairement commencer, on le répétera jamais assez, c'est celui sur lequel vous avez le plus de possibilités de maîtriser. Encore une fois, analyser correctement un graphique, ça s'apprend, et ça prend du temps. C'est pas facile, c'est pas juste je mets des moyennes et je fais ci, je fais ça, d'accord ? On apprend à lire un graphique correctement, c'est essentiel de commencer par ça. Mais aujourd'hui, on parle de ce troisième axe, c'est-à-dire quand on a une stratégie d'investissement avec sa stratégie graphique, il y a toute une partie fondamentale qui s'apprend, et cette partie fondamentale, elle ne doit pas être laissée au hasard. Elle suit généralement ce qu'on appelle des modèles, et ces modèles, vous le verrez, il y en a autant qu'il y a de traders, mais l'histoire tente à prouver que ce n'est pas purement aléatoire. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Pardon. Ce que je veux dire par là, c'est que après avoir appris le trading quand même depuis pas mal d'années et à pas mal de gens, je me suis surtout rendu compte qu'il y a différentes grandes classes de stratégies qui sont utilisées. Et ces classes, elles sont relativement bien définies, et c'est ce que tente à montrer ce slide ici, qui est donc de dire, il y a différents investisseurs à succès qui ont, à travers les âges, excellé dans différentes catégories, avec différentes stratégies d'investissement, mais que, en soi, il n'y a pas non plus une infinité de catégories. Il y a certes une infinité de stratégies de trading graphique, mais il n'y a pas une infinité de types de stratégies d'investissement sur les notions fondamentales, les modèles, comme je vous dis. Ces investisseurs à succès, dont vous aurez probablement reconnu les noms pour certains, on retrouve Warren Buffett, l'excellent dans tout ce qui va être modèle value, où on retrouvera ici les discounted cash flow, la valeur intrinsèque, les cash flow stables, etc., des actifs sous-valorisés par rapport à leurs fondamentaux. Ça, clairement, c'est Warren Buffett qui est la figure de proue de ce type de stratégie d'investissement basée sur des modèles fondamentaux. Là encore, on n'est pas sur du doigt mouillé, on est sur des choses bien maîtrisées, avec des modèles rigoureux qui permettent de guider les décisions. Pourquoi M. Buffett choisit tel actif plus que tel actif ? Ce sont des règles qui le définissent, ce sont des modèles. Donc tout comme je vous le disais, on peut trader en soi n'importe quel actif dans le monde entier, mais on a tous un montant limité de capital. Ce qui veut donc dire que après l'analyse graphique intervient la question de pourquoi cet actif plus que celui-là. Et ça, c'est donc effectivement la stratégie d'investissement et les modèles qui doivent guider la réponse à cette décision. Chez M. Buffett, étant un value investor, il utilise ces différents modèles. Ce qu'on va voir, c'est qu'il y a des contraintes, et des contraintes temporelles, qui sont liées à différents types de maturité d'entreprise, et on va voir tout ça aujourd'hui. On va essayer de déconstruire tout ce machin-là pour que vous puissiez construire vos stratégies modélisées, donc la partie fondamentale de vos stratégies, en lien logique et réel avec la façon avec laquelle ça se construit dans les marchés. Ok ? Donc, on l'a dit, il y a 6 grandes catégories. Vous connaissez évidemment peut-être pas tous ces gens-là, mais ici, donc, M. Buffett, le leader de la value investing, le grand génie de cette catégorie-là. Vous retrouverez Cathie Wood, très réputé aussi pour les investissements de type croissance, où là, évidemment, on est plutôt basé sur des investissements avec une vision de long terme. Donc, on va rechercher ici des gens qui ne sont pas juste en train d'essayer de passer et de survivre la semaine prochaine, mais qui essaient de construire quelque chose à long terme. Mais on va essayer de rechercher ici une croissance des revenus, d'accord ?
Alors, ce qui va nous intéresser, c'est donc de construire des modèles qu'on appelle discounted growth. Pareil, renseignez-vous sur ce système-là. Ce sont les modèles qu'utilisent la plupart du temps les investisseurs de type croissance. Ils cherchent des innovations disruptives, qui sont donc qui permettent de provider donc un fort potentiel de croissance. Il s'agit bien de potentiel, encore une fois. Tout investisseur ici est associé à un taux d'échec. On le verra après aussi. Les event-driven, comme Carl Icahn, qui eux se spécialisent dans les fondamentaux économiques des entreprises pour proposer des merger acquisitions, ou en tout cas les anticiper, ou alors qui vont trader différents catalyseurs macroéconomiques, ou alors arbitrer différents événements, etc. Bref, ici on est sur des structures techniques qui nécessitent généralement des qualités qui sont relativement rares, donc attention, quand je vois souvent des retail essayer de trader les événements, ça me fait bien rire. Donc juste de dire, les gens qui font ça professionnellement ont généralement un cursus que très peu de personnes ont. Donc attention en termes de compréhension par rapport à ça. Les traders de momentum, une autre catégorie très réputée, où ici par exemple vous pourrez vous inspirer de types comme M. William J. O'Neill, entre autres, très réputé pour ses stratégies, comme par exemple sa stratégie CanSlim, qui est une stratégie assez réputée. Bref, renseignez-vous. Donc, c'est une stratégie à forte portée graphique qui analyse très précisément le sentiment et le comportement des investisseurs. Donc, encore une fois, attention, rien n'est laissé au hasard. Ces modèles sont complexes et vous verrez que ça dépasse largement le « Oh, j'ai fait un rebond sur la moyenne 20 ». D'accord ? Donc, ça n'a rien à voir. Il y a une analyse technique très précise qui doit être réalisée par ce type d'actifs. Il traite des marchés en tendance. Donc, quand je vous vois faire du momentum dans les ranges, bon sang que ça me fait mal aux yeux. Donc, attention, encore une fois, à bien comprendre ces types de stratégies et utiliser les modèles qui sont en lien. Les investisseurs type VC, pareil, je vois beaucoup de retail se prendre pour des VC, alors que quand on leur parle de distribution de Pareto, ils ne comprennent rien du tout. Donc encore une fois, on fait gaffe, ces gens-là savent qu'ils ont un taux d'échec magistral, 80% des bénéfices seront réalisés par moins de 20% des actifs, alors que, évidemment, les 80% restants vont réaliser toutes les pertes. Donc on fait attention, c'est très bien de comprendre. Ils arrivent très early stage, donc quand je vois des gens me faire des stratégies d'allocation de capital VC sur des trucs qui sont déjà listés depuis 6 mois, vous comprenez rien du tout. La plupart du temps, le VC va arriver avant même le listing. Donc, soit vous êtes précide, soit vous n'êtes pas un VC. Donc on fait gaffe, encore une fois, le nombre de conneries que je vois circuler sur Internet qui montrent juste que ces gens sont incompétents est juste ahurissant. Ils cherchent des technologies disruptives. Donc là, encore une fois, un VC qui ne comprend rien à la technologie, ça me paraît compliqué. Donc normalement, ces gars-là sont techno-guys. Ils y connaissent clairement. Ils utilisent des stratégies qu'on appelle Risk-Adjusted NPV. Là, pareil, il faut vous renseigner. Ce sont des stratégies qui sont cadrées et qui ont des process très, très rigoureux de maturité, de différentes maturités des entreprises, où on va regarder à tel et tel moment, au lancement, au bidule, au bout de X semaines, et on va essayer de cadrer tout ça pour dire si la croissance est inférieure à ça par rapport à ceci, à cela. Si le besoin en financement est supérieur à ceci par rapport à cela, à telle étape de maturité, soit je participe au financement, donc je vais lever une Series A, ou etc., soit je lui remets une précide, ou non. Voilà. Et ce sont des règles très strictes qui vont définir ce que les VC font ou ne font pas. Est-ce qu'ils vont continuer de financer cette entreprise dans ces phases préliminaires ou complètement arrêter et accepter la perte future ? C'est hyper important de bien comprendre ça. C'est modélisé. Voilà. Vous voulez faire du VC, mais vous devez connaître ça sur les doigts. Ça doit être par cœur. Vous devez absolument savoir de quoi je parle. Or, le nombre de mecs que je vois sur Internet se prendre pour des VC, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un risk-adjusted NPV, c'est juste flippant. Voilà. Donc, on fait gaffe. La base du système NPV, c'est la base du VC. Si vous ne savez pas faire ça, c'est même pas la peine d'aller plus loin et de vous prendre pour un VC. Si vous êtes un trader contrarien, lui aussi très bien connu, notre cher ami Michael Burry, grâce à sa publicité médiatique dans The Big Short, donc très connu, ça attire beaucoup de monde. Là pareil, si vous voyez un trader contrarien qui traite des risk-reward de 2 pour 1, ça sert à rien. D'accord ? Moi je vous l'ai toujours dit, j'ai eu une forte dominante contrarienne dans mes premières années, et j'ai toujours cherché effectivement des high risk reward, c'est-à-dire concrètement je risque 1 pour gagner 10. Par contre, il faut comprendre que ces gens-là ont un taux d'échec significatif. Michael Burry est d'ailleurs réputé pour se planter magistralement la plupart du temps. Donc il s'agit juste de dire que ce sont des stratégies à haut rendement, mais à très fort risque.
C'est-à-dire que le taux d'échec est clairement est supérieur à 50%. Ces gens-là se trompent plus qu'ils ont raison. Et la plupart du temps, vous voyez des gens qui critiquent ces gens-là en disant « Ouais, mais ils ont tout le temps tort ». Oui, il a tout le temps tort, mais quand il a raison, il fait x15. Donc, encore une fois, il suffit juste qu'il ait suffisamment raison pour être rentable et qu'il ne s'attarde pas là où il a tort. C'est clairement ce qui fait de Michael Burry un investisseur contrarien très réputé et très doué, parce qu'il a cette capacité à ne pas s'attarder sur les échecs et à se concentrer sur des très forts potentiels et à les tenir jusqu'au bout. Encore une fois, ce type-là a une psychologie et une volonté de faire. Il va rechercher tout ce qui fuit l'intérêt des gens. Voilà, il va se positionner en opposition au sentiment. Encore une fois, là, faites attention. Michael Burry sait valoriser les actifs très précisément. Si vous ne savez pas comment on valorise un actif, c'est même pas la peine d'aller plus loin. D'accord ? Une analyse de compte de résultats, c'est la base de tout trader contrarien, qui va généralement aller bien plus loin que ça pour aller regarder dans les fondamentaux précis des entreprises pour chercher des asymétries. Et dans ce cas-là, ça va justifier une opposition au sentiment, soit parce que l'actif est complètement survendu pour de mauvaises raisons, soit parce que l'actif est suracheté pour de mauvaises raisons. Mais là encore, tout ça, c'est défini par des niveaux précis de valorisation d'entreprise, par rapport à des fondamentaux mesurés et mesurables. C'est hyper important de bien comprendre ça. Ok ? Tout est temporaire ici. Ces gens-là ne s'attardent pas 200 ans sur un truc. C'est 2-3 ans maximum sur un trade. Et si ça passe pas, c'est pas grave, c'est perdu, on passe à autre chose. Ok ? Et évidemment, il faut gérer son risk-reward de façon très précise. La plupart du temps, on lutte contre le sentiment de marché. Donc bien comprendre ça, ces différentes catégories. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que vous n'avez pratiquement aucune chance d'être l'un de ces gars-là. C'est-à-dire que je serai vous, j'éviterai de baser toute ma stratégie sur 100% value, 100% growth, 100% contrarian. La probabilité que vous soyez à cette étape-là aujourd'hui est relativement faible. De ce que j'ai pu voir en soi, il n'y a que quelques personnalités qui arrivent à se spécialiser au point d'être 100% value. Si je pouvais, entre guillemets, vous donner l'analogie, imaginez que vous êtes un joueur dans un jeu vidéo et que vous avez donc 100 points de caractère à définir. Quel est le caractère qui vous correspond à vous ? Quelle est la probabilité que vous soyez comme Buffett, un pure value, et qu'en plus de ça, vous soyez tellement bon que vous arriviez à être le meilleur? Bon, il n'y a pratiquement aucune chance que ce soit le cas. Donc soyons raisonnables, la plupart d'entre vous et nous sommes en soi un mélange de tout ça. C'est-à-dire qu'ici, la plupart du temps, ce qu'il y a, c'est qu'il va y avoir des relations asymétriques, c'est-à-dire que vous allez avoir des faveurs. Ces faveurs ne sont pas nécessairement celles qui vous correspondent. Preuve en est, moi, quand j'ai commencé, j'étais plutôt effectivement basé sur des stratégies de momentum, event-driven et contrarian, avec toute l'inexpérience qui allait avec d'ailleurs. Mais il s'agit bien de comprendre qu'aujourd'hui, je ne suis pas du tout comme ça. Donc il y a une évolution dans le temps et vous allez de toute façon tendre naturellement vers ce qui vous attirera, vers ce vers de quoi vous devez aller. C'est-à-dire que ce qui vous attire au début n'est pas forcément ce vers quoi vous irez à la fin, et plus vous saurez vous diagnostiquer correctement, plus vous éviterez les erreurs. Autrement dit, démarrer avec ce qu'on pense être pour finir à être ce qu'on est, on perd du temps si les deux sont différents. Donc bien prendre le temps ici de vraiment prendre le temps de vous analyser vous-même, et si vous avez un doute ou une faible capacité à vous auto-analyser, n'hésitez pas à demander de l'aide à quelqu'un qui saura probablement vous diagnostiquer bien mieux. Mais bien donc de comprendre qu'une fois que vous vous diagnostiquez en vous reconnaissant ici, bien ou mal, comme on l'a dit, au pire vous perdrez du temps, eh bien octroyer ces points ne sera clairement pas, on l'a dit, ni entre 0 ni 100. Mais il y aura probablement une distribution asymétrique. Vous allez avoir des attirances pour certains modèles. Moi, par exemple, aujourd'hui, je me définirais, par exemple, si j'ai 100 points à distribuer, je mettrais 45 pour le value. Je mettrais probablement 30 pour le growth. Ce sont les deux qui me définissent le plus, avec une majeure, une mineure, et on va dire une minoritaire à côté, qui serait peut-être un 15-20 en termes de contrariant. Ok ? J'ai toujours aujourd'hui ce type de stratégie, et c'est celle que vous me voyez utiliser d'ailleurs dans mes propres partages stratégiques. Vous me voyez souvent parler des discounted cash flow, vous me voyez aussi mesurer les discounted growth. Vous me voyez souvent avoir des sentiments contrariens quand je m'oppose aux sentiments du marché. D'accord ? Ça, c'est comme ça que moi je me définis. Évidemment, donc le reste, on est sur des petits points. Je ne fais pratiquement jamais d'event-driven, momentum ou VC. Okay ? Vous avez probablement une distribution similaire. C'est-à-dire que tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pratiquement aucune chance que vous distribuiez vos points de manière équivalente. Personne n'est capable de faire tout ça. Vous avez souvent concentré vos efforts vers un ou différents trucs. Comme je vous dis, essayez de faire en sorte que ça corresponde le mieux à votre psychologie. Étant pour ma part quelqu'un qui a appris durablement la patience, quelqu'un de très stratégique et donc la capacité à voir le long terme, moi clairement j'ai démarré à l'inverse de ce pourquoi j'étais fait. Mais vous voyez que de toute façon j'ai tendu vers ce pourquoi ma psychologie était la plus adaptée. Vous ferez probablement de même.
Ok ? Et attention au faux diagnostic, vous allez surtout perdre du temps. Ce que nous montre l'histoire, c'est qu'il y a à manger pour tout le monde. Il y a des gens qui excellent dans des catégories dans lesquelles je suis très mauvais. Et naturellement, vous verrez avec le temps que ce filtrage se fait naturellement. Si vous prétendez être un bon event-driven, vous n'êtes pas tous des Carl Icahn. Clairement pas. Hein. La chose, comme je vous l'ai dit, c'est aussi de comprendre, c'est souvent très contre-intuitif. C'est ici, là et là, qu'il y a la plupart des gens que je vois aujourd'hui se morfondre, alors que la réalité, c'est que ces métiers-là demandent un niveau de technicité extrêmement élevé. Mais extrêmement élevé. Hein. Ces gens-là, ils sont très peu nombreux dans la finance. Okay ? Ceux-là, un peu plus. Donc attention, encore une fois, il y a plus de chances que vos points soient distribués là. Ok. Maintenant, la deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il y a à manger pour tout le monde. D'accord ? Mais à différents moments et différents endroits. Ce qui permet de définir qui doit trader à quel moment dans un actif, c'est ce qu'on appelle le life cycle, et le cycle de vie, entre guillemets, d'un actif. Je vous le partagerai celui-là de modèle, je viens de le construire aujourd'hui pour vous. Ok ? Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que, donc ça c'est ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire à partir de la courbe de temps d'un actif et de sa durée de vie, de sa maturité, différents investisseurs vont se construire avec des overlaps, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a deux types d'investisseurs en parallèle. Ok ? Ces croisements sont importants à comprendre. Ce qui se passe donc à ce moment-là, c'est que dans le temps, vous avez donc une catégorie d'investisseurs qui va augmenter son exposition à l'actif en question. Puis, réduire, c'est-à-dire prendre des profits. Là, encore une fois, on est tout sauf sur du noir ou du blanc, genre je rentre tout, je deviens très riche et je vends tout. Non, d'accord ? On augmente l'exposition progressivement, puis on la réduit. D'accord ? Chaque stratégie d'investissement a ici en général une exposition assez permissionnée, enfin assez différente. Les investisseurs VC, comme on l'a dit, ont un très fort taux d'échec, c'est-à-dire qu'ils vont investir progressivement sur différents actifs, mais les actifs qu'ils vont conserver auront eu plusieurs renforts. Derrière, ils sortent très doucement de ces actifs, puisqu'encore une fois, ceux qui réussissent, les peu qui réussissent, sont souvent peu nombreux. Ils ne vont donc pas se presser à sortir. Okay ? Par contre, évidemment, une large partie de leurs assets vont mourir, c'est-à-dire leur valeur intrinsèque tire à zéro. Donc ils n'en ressortiront pas grand-chose. Ok, donc bien s'agit de comprendre ça. Il y a une long tail en général pour les VC. Il s'agit aussi de comprendre la durée de vie, c'est-à-dire que normalement l'investissement d'un VC s'échelonne autour d'un point maximal d'investissement, c'est-à-dire c'est là où il a le plus d'investissement sur l'actif, c'est généralement au moment du lancement. Ok ? C'est là où son exposition est généralement maximale. Ok ? C'est le moment où donc le VC, quand ça se lance, il a fait tous ses investissements, il peut en refaire quelques-uns, mais la plupart du temps, il va sortir des profits. Et s'il réenchérit, c'est-à-dire s'il réapporte un financement à l'entreprise, ce sera généralement fait par les profits réalisés, soit sur cet actif, soit sur les autres. Mais il n'y a pas de nouvel investissement en cash réalisé par les VC en général post-ICO, IPO. Okay ? Donc il s'agit de comprendre ça. Vous savez donc dans le temps qu'en général, un investissement VC ne dure jamais plus d'1 à 2 ans avant le lancement, c'est-à-dire qu'un VC, s'il a levé des fonds sur une entreprise qui n'a toujours pas sorti de produit 1 ou 2 ans après, en général, ils savent qu'ils ont perdu tout leur argent. Voilà, ok ? Donc ils ne remettront plus jamais d'argent si ça dure plus de 2 ans. Vous avez ici donc une durée maximale, vraiment d'1 à 2 ans, c'est souvent moins. À la mise sur le marché du produit qui a été financé, le VC va généralement long tail sur une durée qui dépasse rarement celle qui précède, c'est-à-dire maximum ici, vraiment 1 an. En général, le VC, sous 1 à 2 ans, il a vraiment sorti tout son bordel. Vous verrez rarement un VC être investi plus de 2 ans sur un actif, ça fait aucun sens. 2 ans à partir de la mise sur le marché, hein. D'accord ? Important de bien comprendre ça. Le VC va donc transférer son capital à la classe suivante. Quand le VC sort, le prix de l'actif ne s'écroule pas parce qu'il est demandé par un autre type d'investisseurs. Les investisseurs de momentum, principalement, qui généralement doivent attendre une certaine période. D'accord ? L'investisseur de momentum, il ne démarre pas ici. C'est l'erreur que je vois souvent. Pour quelle raison ? Puisque, comme on l'a dit, l'investisseur de momentum est supposé rechercher des tendances. Toute tendance nécessitant l'installation d'une valeur, donc d'un range. La base, c'est donc attendre qu'il y ait un range et trader la tendance de sortie de ce range. C'est là où normalement les traders de momentum doivent arriver. Quand je vous vois trader des assets qui montent dès le premier jour tout dans la stratosphère, ça s'appelle de la spéculation, pas du trading de momentum. Ça s'appelle juste, je ne sais pas ce que vous faites, mais attention danger. En tout cas, l'installation de la tendance est plus ou moins subsidiaire. Donc à partir de là, attention, vous pouvez toujours vous en remettre au trading de court terme, à l'analyse des structures techniques et au sentiment de marché pour soutenir vos investissements, à défaut de tendance. Je vous rappelle, ça ne veut pas dire que vous devez utiliser tout ça. Ça veut dire ça, ce sont vos boîtes à outils.
Soit vous avez des tendances graphiques, donc comme je dis, des structures de range qui sont cassées par le haut, soit vous tradez des structures à court terme, je ne sais pas ce que vous faites, tradez de la volatilité pure, soit vous allez vous baser sur une analyse du sentiment et du comportement des investisseurs, vous allez regarder de l'analyse on-chain et vous allez effectivement trader le sentiment. Why not? Dans ce cas-là, vous allez regarder l'activité sur les réseaux sociaux, etc., la communication et tout le bordel. Ok? Voilà le bon outil et l'attirail d'un trader de momentum qui fait ça correctement. Attendre quelques semaines, quelques mois pour se positionner. Ok, allez chercher des actifs qui ont les composantes qui valident vos modèles. Et quel est le moment où on sort, c'est-à-dire j'arrête de m'investir sur cet actif-là, je commence à prendre des profits et à sortir. Il s'agit de comprendre, la courbe du momentum, c'est pareil. Vous devez avoir une exposition graduelle. C'est pas je mets tout derrière sur l'actif et je deviens super riche. C'est au fur et à mesure que les modèles se valident, je surenchéris. Et je commence à déclencher obligatoirement mon retrait, c'est-à-dire je sors mes capitaux et je les sors relativement rapidement. C'est quand on atteint le peak of hype. D'accord ? Donc dès que le pic de hype, comme je vous l'ai dit, le problème du pic de hype, c'est que c'est très subjectif. C'est de la psychologie. Donc là, encore une fois, pourquoi je vous dis que les traders de momentum, c'est pas très très bon de commencer là-dessus? Parce que ça nécessite la troisième compétence de notre triangle, ça nécessite de bien maîtriser la psychologie, pour éviter de vous en remettre à des trucs complètement subjectifs, genre moi je pense que. Non, moi je pense que quand vous avez 2 ans dans le trading, et moi je pense que quand vous avez 20 ans de marché, moi je parierais plutôt sur celui qui a 20 ans. Voilà, c'est juste de dire, il a plus de chances de réussir, et vous avez plus de chances de vous planter. Ok ? Donc on fait gaffe, c'est très 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 emmerdant de gérer la psychologie. Mais ce peak of hype, dès qu'il est atteint, concrètement derrière, ce qui va se passer, c'est que tout va s'inverser très très vite. Et c'est la phase ici où c'est très dangereux, parce que le transfert momentum growth, c'est le plus difficile à capter. Voilà pourquoi je vous dis attention, les traders de momentum, c'est là que le plus gros risque se caractérise. Le passage de momentum à growth ne démarre que à partir du moment où un asset va commencer à rentrer dans les radars d'un trader de croissance. D'accord ? Donc type Cathie Wood et tout ce qu'on a vu, qui vont utiliser ici des modèles de croissance du rythme de croissance, entre autres. Okay ? Eux, ils sont focalisés à mort sur le lien entre revenus et dette. D'accord ? Un acteur de croissance ne rentre jamais tant qu'il ne voit pas ce qu'on appelle le peak of debt. C'est-à-dire que lui, il va regarder les besoins de financement de l'entreprise et à quel moment l'entreprise arrive à générer, avec des besoins de financement nuls ou proches de la nullité, une accélération du rythme de profit. C'est-à-dire qu'ils vont regarder le rythme du revenu, qui est toujours beaucoup plus faible que le rythme de dette à ce moment-là. On parle bien d'un actif qui opère à perte, mais c'est à partir de ce moment-là que les investisseurs de croissance commencent à s'intéresser à l'actif. Ils vont commencer à augmenter leur exposition en fonction des différents modèles qu'on a vus ici. Ils vont regarder des actifs qui ont des visions à long terme, qui ont effectivement, qui effectuent des revenus. Donc, comme je vous dis encore une fois, des blockchains qui font pas du tout de revenus. Putain, mais même pas ça va intéresser un actif de croissance, enfin un gérant de croissance. Ils vont utiliser discounted growth en termes de modèle, c'est-à-dire là en général le principal variable, c'est la croissance du rythme de croissance. Ils vont se positionner dans des secteurs disruptifs et innovants. Si votre machin, il n'a pas fait quelque chose de nouveau, qu'il n'est pas leader dans son secteur, c'est mort, ok ? Et il faudra de la croissance. Si le machin stagne pendant trop longtemps, ça ne marchera pas aussi. Ok ? Donc on fait attention à ça. Hyper important, pour rentrer dans le radar de la croissance, il faut cocher ces cases et il faut les maintenir dans le temps. Ok ? L'actif de croissance l'investissement de croissance va obtenir son point maximal, d'accord, non pas basé sur la tension et tout ça, puisque là on s'en fout à ce stade-là, mais bien un point précis de la maturité d'une entreprise qu'on appelle net profitability. Le moment où les revenus qui sont déjà en croissance, puisque je vous rappelle, les modèles qui justifient pourquoi un growth investor va investir sur tel actif plus qu'un autre, ce sont ceux qu'on a vus sur l'autre slide. Okay ? Ces modèles-là entrent donc en leur paroxysme quand on obtient la profitabilité nette. À ce stade-là, le niveau de dette a bien confirmé sa baisse, alors que le revenu, lui, augmente au point où on obtient une profitabilité nette. C'est-à-dire que les revenus générés par l'activité supplantent la charge de la dette et son remboursement. Donc à ce stade-là, on a quelque chose où on commence à démarrer un remboursement net de la dette et pas simplement payer les intérêts avec les revenus. Ici, on commence à opérer à profit. D'accord ? Dans ce stade-là, c'est ici que les investisseurs en croissance commencent à distiller leurs revenus. À qui ? Eh bien, aux investisseurs value, qui eux, du coup, sont arrivés alors même que les investisseurs de croissance déclenchent leur prise de profit dans leur point de déclenchement de l'intérêt. Dans le radar d'un value investor, la première chose, c'est net profitability.
Si tu es toujours bien plus endetté que ce que tu peux produire en termes de revenus, ça sert à rien. Même pas on parle de value investing à ce stade-là. Il faut être à la croisée de la profitabilité nette. C'est important de comprendre ça. Si vous faites l'inverse, ça ne marche pas. Si vous voyez un trader value ou n'importe qui utilise des modèles discounted cash flow et autres trucs du genre, alors que le truc ne fait même pas de profit, ça va mal se passer. C'est-à-dire que soit vous anticipez que l'actif sera en value, ce qui est quand même compliqué, soit que vous faites carrément n'importe quoi. Ok ? La décroissance de l'actif de croissance, enfin de la balance du trader de croissance, se fera généralement totalement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous obtenez une autre étape de maturité d'une entreprise, qu'on appelle le net creditor, c'est-à-dire le moment où toutes les dettes ont été remboursées, et où généralement, donc à ce stade-là, il n'y a plus que la distribution des profits à faire. Ce qui se passe généralement ici, c'est que soit vous allez voir des rachats de titres, soit vous allez avoir ce qu'on appelle le net creditor, c'est-à-dire justement l'entreprise va commencer à utiliser sa trésorerie, son excédent de trésorerie, pour financer d'autres entreprises, ou alors faire les fameuses merger et acquisition, c'est-à-dire qu'en soi, ici je ne vous l'ai pas mis, mais c'est là qu'interviennent nos fameux Carl Icahn sur les merger and acquisition. Ils vont rechercher des entreprises matures qui commencent à générer des cash flows et à un moment donné, ils vont essayer de prévoir l'allocation de ces cash flows sur des merger acquisition ou autre. D'accord ? C'est donc important de bien comprendre ça. C'est dans des points précis de la maturité de l'entreprise que certains modèles des événements vont se produire. Ok ? Hyper important. Ceux qui vont trader ici tout ce genre de choses, c'est généralement sur des entreprises matures. Les Carl Icahn interviennent ici dans les entreprises, ok ? En arbitrage avec la value, hyper important. Ok ? Ce switching de net creditor, c'est vraiment le point de friction où travaillent le plus les personnes comme Carl Icahn. Je ne les ai pas marqués ici, les event-driven, mais ils sont clairement là, et là, c'est ici le pic de leur activité. Le pic d'activité de l'investisseur value, lui, en revanche, il se fait sur le peak revenue, qui est généralement adossé au pic d'adoption. C'est le moment où l'adoption est maximale en termes de rythme de croissance. L'adoption continue ici, mais c'est juste le nombre de personnes qui adoptent ces trucs-là est en diminution. Okay ? À ce stade-là, comme vous le voyez, le revenu n'est pas du tout en baisse. Enfin, pardon, le profit net n'est pas du tout en baisse, malgré le fait qu'on est sur un pic revenu. C'est-à-dire, à partir de là, le revenu plafonne et va commencer à se dégrader. Et pour autant, l'entreprise va augmenter sa marge de profitabilité. Tout simplement, généralement, par l'octroi de ce cash flow positif. Ce cash va généralement être dirigé vers des créditeurs qui vont générer des taux d'intérêt et des revenus qui produisent des profits. Vous avez généralement là donc une diversification. Soit l'entreprise va devenir un conglomérat d'entreprises, soit elle va utiliser son cash flow pour générer des revenus de capitaux. Mais dans ce cas-là, on est dans la phase de maturité avancée de l'entreprise. Ce n'est plus sa valeur intrinsèque qui lui permet de monter, c'est généralement ses revenus distillés. Ok ? En général, ici, les value investors commencent largement à distiller eux-mêmes leurs bénéfices. Ok ? Très important de bien comprendre ça. Voilà le cycle de vie d'une entreprise. Et comme on l'a dit, il y a aussi beaucoup ici d'incompréhension et d'asymétrie que je vois souvent. Ces asymétries, comme vous voyez, elles ne font pas le moindre sens. Donc, quand vous voyez des gens faire ces choses-là, vous pouvez tout de suite les rayer de la carte. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes ce qu'ils utilisent. C'est très compliqué. Ok ? Donc, le cycle de hype, le Gartner Hype Cycle, c'est ce que vous utilisez quand vous tradez sur du momentum. Vous faites très attention à savoir où vous en êtes là-dessus. C'est également aussi un échelon par rapport à ce que utilisera le VC. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de générer le peak of hype, c'est ce qui lui permettra de vendre ses tokens aux traders de momentum. D'accord ? Le VC recherche les traders de momentum puisque c'est justement ceux qui vont acheter les fameux tokens. Ok ? Les traders de momentum doivent justement, eux, apprendre à se barrer parce que la plupart d'entre eux n'arriveront pas à trouver preneur derrière. Donc, comme je vous dis, la plupart du temps, dans le trading de momentum, quand c'est basé sur de la hype, apprenez à vous barrer et pas attendre que le jeu des chaises musicales se referme sur vous, parce que si votre actif n'atteint pas le peak of depth et l'intérêt des investisseurs de croissance, vous n'aurez personne à qui refiler vos machins. Et vous allez vous retrouver entre vous dans des boîtes qui meurent pour plus de 90% d'entre elles dans cette phase-là, dans la transition entre croissance et momentum. Okay ? Une large partie des boîtes n'arrivent pas à passer le peak of depth, c'est-à-dire que leur croissance de revenus n'arrive pas à supplanter la croissance de leur dette et elles vont donc mourir par le non-remboursement de cette dette et la mise en liquidation. Ok ? C'est ça la réalité de la vie des choses. Quand vous arrivez en profitabilité, vous êtes systématiquement sur des actifs qui ont été achetés par les investisseurs de croissance. C'est le moment où ils sont d'ailleurs en train de commencer à délester leur bague au profit des investisseurs value qui commencent tout juste à s'y intéresser ici. Donc si vous comprenez bien ce schéma, vous comprenez qu'il y a une frontière ici énorme, très dangereuse, très 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 dangereuse. C'est ici qu'il y a le plus de risques. C'est ici
que vous êtes le plus basé sur le temps, c'est-à-dire ici le temps vous profite, vous avez un actif qui fait des revenus, qui est généralement profitable, le temps ici vous profite. L'incertitude de court terme n'est pas du tout le lot ni le cadet de vos soucis. Ici, la seule chose qui vous intéresse à la limite, c'est l'arbitrage qui sera fait par les Carl Icahn de ce monde qui vont anticiper les merger acquisitions et autres événements qui peuvent influer sur la valeur de ces actifs. Tout ce qui va être global macro et autres trucs du genre. Très important de bien comprendre ça. Mais le temps, ici, vous bénéficie. Généralement, ces entreprises distribuent un dividende ou un revenu indirectement. Ou alors, ça se traduira par une hausse du prix de l'actif. C'est hyper important de comprendre. Les acteurs de croissance, eux, cherchent justement la phase de croissance du revenu et disparaîtront en général quand la croissance de ce revenu disparaît ou quand généralement le ratio sur la dette est totalement remboursé. Quand ces actifs n'ont plus du tout de dette à rembourser, c'est généralement le moment où, comme je vous dis, il n'y a plus le moindre investissement de croissance. La plupart du temps, ils sont complètement sortis au total profit des investisseurs value. Il y a bien deux mondes, le monde de court terme et le monde de long terme. À long terme, la valeur, ça parle, et on est basé sur des métriques plus long terme, on est sur des graphiques daily, hebdo au minimum. Ici, on est en intraday au maximum, et on va sur des plus petits time frames, plus on va loin. Ici, on est donc basé sur des métriques plus proches de la psychologie, qui nécessitent pour la plupart beaucoup d'expérience et des modèles stricts. Pas juste j'y vais au petit doigt mouillé, etc. Ça nécessite un accès au marché avant leur listing, ce qui n'est généralement pas le cas de la plupart d'entre vous qui prétendent faire du VC. Le trading de momentum, c'est un trading où il faut savoir rentrer et sortir précisément, basé sur des fondamentaux souvent bancals, puisque ça nécessite surtout de capter la psychologie et la hype. Très compliqué dans ce cas-là. Mais utiliser des structures graphiques et des modèles pour le faire. C'est hyper important de comprendre ça. OK ? Et surtout, comme je vous l'ai dit, comprenez ce pont ici, cette espèce de pont de la mort qui est très dangereux pour les traders de momentum qui n'arriveront pas à trader la croissance derrière. Ok ? Comprenez que chaque investisseur comporte ses risques à un taux d'échec et c'est évidemment inversement proportionnel. D'accord ? Les traders value ont très peu d'échecs parce qu'ils concentrent leurs investissements sur très peu d'actifs en soi. Il y a très peu d'actifs qui atteignent ces niveaux de maturité. Il y a très peu de boîtes qui meurent en cours de route alors qu'elles sont profitables. Il y en a, bien sûr, mais encore une fois, c'est relativement peu probable comparé au taux de mort sous courte échéance qu'on a au niveau d'investissement VC ou momentum. Ok ? Être conscient des risques que vous prenez, être conscient des modèles qu'il faut utiliser pour structurer ces risques, avoir des stratégies graphiques corrélées en termes de time frame. Encore une fois, des traders de momentum qui regardent des graphiques hebdomadaires, je ne comprends pas le délire, ça ne sert à rien. Okay ? Soyez en intraday, mais soyez pas en 15 minutes non plus. Hein ? La croissance, vous allez regarder, comme je dis, des métriques fondamentaux de profitabilité, d'amélioration de cette dernière. Vous traitez probablement avec des actifs qui réalisent encore des pertes, mais vous devez voir la courbe de ces pertes qui a déjà fait son plancher et qui commence à s'améliorer. Si vous voyez un asset qui continue de dépenser like crazy et qui génère toujours pas de revenus, attention, ça pue la merde. Ça sent que les investisseurs de croissance ne vont pas se positionner et que si vous continuez à jouer le momentum là-dessus, il y a un moment donné où il n'y a plus personne. Et là, vous allez vous retrouver aux chaises musicales. Les valorisations peuvent s'écrouler du jour au lendemain, il n'y a plus de demande et il n'y a pas d'offres. Il y a beaucoup trop d'offres dans le marché, il n'y a plus aucune demande qui arrive. Donc attention à ça, c'est très important de bien comprendre ça. Ok ? Vous avez tout ce qu'il faut pour vous documenter sur ces différents modèles. N'oubliez pas que ces modèles ne se substituent en aucun cas d'une analyse graphique. Il y a toujours une analyse graphique qui justifie quand et comment vous allez rentrer sur l'actif. Ce quand et comment, c'est toujours une stratégie de gestion du risque qui va y répondre, et graphique. Par contre, le qui, c'est-à-dire pourquoi je choisis lui plus que lui, c'est bien les modèles qui vont le définir. Et dans ce cas-là, ayez des modèles fiables, éprouvés par des gens dont ça a été le métier. Voilà tout ce que je voulais vous apprendre aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Ciao, ciao.